Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro dans la série Digest et Invest. Alors cette semaine, je présente seul ce podcast. La semaine prochaine, ça sera avec Marc Toiti. Alors, bon, ce podcast, ça va être sur les événements, bien évidemment, qui se sont déroulés durant le week-end, les tragiques événements. Alors, évidemment, nous, on ne fait pas de géopolitique, mais on est quand même obligé d'en parler puisqu'il y a des impacts sur les marchés financiers. On va voir dans quelle mesure eh bien, ont été ces impacts. C'est vrai que les tensions géopolitiques persistent maintenant avec l'Ukraine, avec les tensions entre les États-Unis et la Chine, et là maintenant le conflit au Proche-Orient, même si ce conflit est un petit peu récurrent, eh bien là c'est un conflit qui est quand même très meurtrier cette fois-ci. Je vais enchaîner ensuite avec l'évolution des marchés depuis la semaine dernière. On voit qu'on a une résistance et une robustesse des marchés. Et puis finir par les deux résultats d'entreprise qu'on a eus. On vient de démarrer les résultats d'entreprise et on vient d'avoir LVMH, numéro 1 français, et puis Pepsi aussi, PepsiCo aux États-Unis. Alors, on va démarrer tout de suite. Effectivement, donc on a eu eh bien, ces attaques en Israël qui ont été extrêmement violentes. C'est vrai que on a encore un besoin un peu de temps pour comprendre les implications sur ces attaques. Ce qui est sûr, c'est que déjà, l'impact a été que, tout d'abord, on a eu une grosse. L'impact principal, c'est sur le pétrole. On a eu pétrole qui a progressé de plus de 4%. Il n'y a pas eu un impact énorme sur les indices, puisque finalement, les indices ont ouvert en baisse lundi, à l'ouverture, et puis finalement, ils se sont rattrapés et ils ont inscrit de nouveaux plus hauts depuis plusieurs jours. Et par conséquent, on n'a pas eu vraiment d'impact négatif sur les indices. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même des les actifs refuges, comme les emprunts d'État et l'or qui ont été recherchés. Les emprunts d'État, notamment les emprunts allemands, qui est le Bund allemand à 10 ans, qui est l'emprunt, qui est pardon, le rendement européen le plus recherché en période de stress. Et en général, donc, le prix de l'obligation évolue de manière inverse au taux d'intérêt. Donc, en fait, quand les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation augmente. Et le taux d'intérêt, effectivement, a baissé à 2,77%, sachant que le Bund allemand est arrivé à 3%, qui est un niveau qui était plus vu depuis 2011. Et 2011, c'est quoi? C'est la crise des dettes souveraines des pays européens. Donc, on a vu qu'on est arrivé à un point critique, mais finalement, j'ai envie de dire que ça a été un mal pour un bien, puisque finalement, les investisseurs souhaitaient un petit peu que ça se calme sur les taux d'intérêt. Et finalement, cette attaque et cette crise géopolitique qu'on est en train de vivre au Proche-Orient, eh bien, a eu un effet bénéfique pour les taux d'intérêt, puisqu'ils se sont mis à baisser. On l'a vu notamment aussi aux États-Unis avec le taux à 10 ans qui est passé de 4,88 à 4,63. Donc, c'est énorme, ça fait 250 points de base en l'espace d'une seule journée. Ça a été donc plutôt bénéfique. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que quand on regarde, quand il y a eu une étude de Standard, de Morgan Stanley qui est sortie aussi en début de semaine, si on examine l'impact des événements géopolitiques négatifs comme des coups d'État, des assassinats, des attentats terroristes ou des guerres transfrontalières, on voit qu'il y a un impact rapide, très court terme négatif, et ensuite cet impact se dissipe rapidement. Finalement, par exemple, quand on voit les attentats terroristes en 2004 à Madrid ou 2005 à Londres, les indices boursiers avaient d'abord baissé et puis se sont vite rétablis en quelques semaines et on est reparti à la hausse qui était la tendance à l'époque. Voilà, alors il y a eu aussi un événement qui a fait monter les marchés en début de semaine. Et d'ailleurs, c'est passé un petit peu inaperçu, forcément, avec l'actualité géopolitique, mais c'est deux président de banque centrale aux États-Unis, donc le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, et la présidente de la Fed de Dallas,
Laurie Logan. Et d'ailleurs, Laurie Logan est considérée comme dans le clan des faucons, c'est-à-dire le clan des personnes qui souhaitent que le resserrement monétaire se poursuive. Eh bien, elle a eu des propos très dovish, c'est-à-dire des propos qui sont plutôt positifs pour les marchés, plutôt accommodants, comme on dit, dovish. C'est-à-dire qu'elle souhaite que le maintien, des taux élevés, le maintien des taux élevés plus longtemps rend moins nécessaire de poursuivre le resserrement monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, étant donné que les taux d'intérêt vont rester plus longtemps hauts, plus longtemps que prévu, eh bien, le fait que ce phénomène se poursuive, ça rend moins nécessaire le fait d'augmenter encore ces taux, c'est-à-dire de rendre la politique monétaire moins restrictive. Et donc, ça veut dire que très probablement, c'est ce que les investisseurs ont anticipé, ont compris dans cette déclaration, c'est que les taux devraient plus monter avant la fin de l'année. C'est ce que price le marché. Le marché ne price plus de remontée de taux le 1er novembre et le 13 décembre, qui sont les deux dernières réunions de politique monétaire de la Fed. Voilà. Et donc ça a fait monter les marchés, et notamment le Nasdaq, le Nasdaq qui a repris quasiment 4% depuis ses points bas de la semaine dernière, et qui revient finalement non loin, au-dessus des 15 000 points, et non loin finalement de ses sommets annuels. Et c'est assez surprenant. Vous savez que le Nasdaq est vraiment l'indice le plus résilient, le plus résistant. Sur Concernant le CAC 40, c'est l'indice que suit la majorité des Français. L'indice CAC a tenu les 7000 points, et il est allé chercher les 7000, quasiment 7200 points hier. Donc, on voit qu'on a aussi une résilience de la part de l'indice français. Alors maintenant, on va enchaîner avec les résultats d'entreprise et LVMH, justement. Alors, LVMH a publié des résultats qui sont, somme toute, négatifs, puisque le titre ce matin, donc c'est enregistré un mercredi 11 octobre, ce matin, le titre LVMH est en repli de 7%. Hein, c'est pas arrivé souvent, hein, un repli de 7% de LVMH, de mémoire. Déjà, sur les 20 dernières années, ce n'est jamais arrivé. Donc, on voit qu'on a un ajustement des cours. Pourquoi? Puisque le numéro 1 mondial du luxe vient de publier un chiffre d'affaires au troisième trimestre en nette décélération. Bien évidemment, le luxe n'échappe pas au ralentissement en cours dans l'économie. Alors, le chiffre d'affaires au troisième trimestre est ressorti en hausse que de 1% par rapport au troisième trimestre de 2022. Donc, une hausse de 1% sur un chiffre d'affaires global, ce n'est pas arrivé aussi depuis 2019. Donc, on voit qu'on a eu l'effet post-pandémique qui a joué son plein, et maintenant, on arrive sur une normalisation dans le secteur du luxe. Alors, il y a deux raisons à cela. Première, il y a eu une base de comparaison défavorable, c'est-à-dire que lorsqu'on compare, on compare par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, donc le troisième trimestre de 2022, c'était le meilleur trimestre en Chine. Et donc, effectivement, la Chine a connu une nette décélération. Ensuite, deuxième facteur, c'est une demande de clients qui se normalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt, euh, d'une inflation qui est toujours très haute par rapport à il y a plusieurs années, eh bien, on voit que l'achat pour les produits de luxe, notamment tout ce qui est montres et joaillerie, la mode et maroquinerie. La mode et maroquinerie, ça regroupe les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Céline, etc. Eh bien, on voit qu'on a une nette décélération. On a des chiffres qui sont au-dessous des 10%, alors qu'on avait des chiffres largement au-dessus des 10% sur les trimestres précédents. Voilà. On a même, un repli, donc une décroissance dans la partie vin et spiritueux, et notamment le cognac Hennessy, le H de LVMH, c'est le H de Hennessy. Et Hennessy, on voit que les baisses ont connu une baisse les baisses se sont repliées de 14%, notamment à cause d'une baisse aux États-Unis. Voilà, donc effectivement, on a, après 3 années extraordinaires de rebond post-Covid, où la croissance était à deux chiffres, eh bien la normalisation du marché du luxe est en train de s'opérer. Euh, voilà. Et donc, on verra maintenant
si ça se poursuit sur les prochains trimestres. On va terminer ce podcast par une bonne nouvelle quand même, c'est PepsiCo, effectivement. Le producteur de soda et de snacks américain, a délivré des résultats au-dessus des attentes. Un résultat, donc un bénéfice net qui est ressorti à plus de 3 milliards de dollars sur le trimestre uniquement, contre 2,7 milliards l'année dernière. Et puis, on a aussi un chiffre d'affaires qui a augmenté de quasiment 7% à 23,45 milliards de dollars. Donc, on est quand même sur des résultats extrêmement satisfaisants. D'ailleurs, l'action PepsiCo a progressé de plus de 3% avec ces résultats. On a d'ailleurs un groupe qui a relevé ses prévisions de bénéfices pour la fin de l'année. Donc, on voit que ce secteur s'appelle le food and beverage, c'est-à-dire l'alimentation et boissons, est un secteur qui est assez défensif, mais qui ne connaît peu les crises, et surtout aux États-Unis. On sait très bien que les Américains sont quand même friands de soda et de nourriture dans ce sens-là. Donc, effectivement, on n'est pas vraiment surpris de voir que PepsiCo réussit quand même à délivrer de bons résultats. Voilà, c'en est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi. La semaine prochaine, ça sera avec effectivement Marc Toiti, économiste et président du cabinet AC Défi, que j'aurai l'honneur de réaliser ce podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.